ABK Radio. L'interview. Samuel Yves Andy de la cellule de communication du PCRN est l'invité de Sidonie Fikak ce matin. Bonjour Yves Samuel Andy. Bonjour Fifi. Et merci d'être dans ce studio d'ABK Radio ce matin. Merci, c'est moi qui vous dis merci pour l'invitation que vous avez portée à notre parti ce matin. Voilà. Monsieur Yves Samuel Andy, l'actualité est tout aussi triste avec cet éboulement de terrain qui a conduit à la mort de plusieurs Camerounais du côté de Mbankolo à Yaoundé. Est-ce qu'il y a quelque chose qui aurait pu être fait pour éviter que ce drame de trop ne se produise de votre point de vue? Écoutez, avant de donner toute réaction, j'aimerais d'abord m'incliner sur la mémoire des disparus. Ouais. Et surtout que ceux qui sont dans des situations difficiles à l'heure actuelle, en termes de blessés, qu'ils puissent récupérer à travers une prise en charge rapide. Oui. Ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, cela aurait pu être, évité, parce que nous sommes face à un gouvernement qui réagit, qui n'agit pas. Lorsqu'on est dans un système comme le nôtre où on n'a pas un management de proximité, on a toujours parlé de beaucoup de responsabilités données aux collectivités territoriales décentralisées, mais dans les faits, ce n'est pas encore possible. Ça manque les moyens, surtout les moyens financiers. C'est ça qui fait qu'on ait ce genre de situation où l'administration centrale, parce que si tout est encore entre les mains, par exemple pour ce qui est de l'urbanisation, du ministère de l'Habitat, de l'urbanisation, ça ne peut pas avoir l'impact. Vous avez vu dernièrement avec le drame de la cité SIC. Oui. Je ne sais pas, c'est cité SICAM, voilà. Lorsqu'il y a eu des morts, oui. On a vu la descente des autorités, la ministre qui est quittée de Yaoundé et ainsi de suite, alors que des choses peuvent être faites au niveau local. Oui. Donc, tant qu'on n'a pas ce management de proximité avec la véritable décentralisation, afin que la mise en place de tout ce qui peut avoir comme prévention puisse jouer son rôle et d'assainir le milieu même. Parce que on vous dit aujourd'hui, c'est tout le monde qui achète le terrain, n'importe où et n'importe comment. Et avec les tours de passe-passe au niveau du ministère des domaines, on a son titre foncier, on a ainsi de suite. Donc, je crois que tout ça peut être évité. Monsieur Andy, vous croyez que ces citoyens qui s'offrent des terrains un peu partout, même dans des zones à risque, ont le choix? On a toujours un choix, madame. On a toujours un choix. Je peux vous dire, par exemple, que dans des pays développés, on n'a pas un terrain. Chaque citoyen n'a pas un terrain. C'est l'État qui construit et met à la disposition des citoyens. Et dit donc qu'on court derrière les terrains dans les zones à risque, ainsi de suite, parce qu'on n'a pas un choix. On a un choix. On peut se sauvegarder pour éviter le pire lorsqu'on est face à un système défaillant comme le nôtre, où on nous a tant parlé des cités construites par l'administration. Aujourd'hui, on voit par exemple, si vous êtes à côté là, Godam Sadi, Makepe, cité des palmiers, ainsi de suite, vous allez vous rendre compte. Allez là-bas, vous allez voir la qualité des véhicules qui y sont garés. Est-ce que c'est encore les logements sociaux? Je ne crois pas. Mais ce sont des fonctionnaires qui se sont accaparés de tout et qui ne laissent pas la possibilité à ceux qui n'ont pas assez de pouvoir en avoir le logement. Donc, je crois que dans un système défaillant comme le nôtre, où on est face à, excusez-moi l'expression, un État voyou, alors on est obligé de se sécuriser soi-même que de se vendre aussi moins cher.
Aujourd'hui, jusqu'à présent, il y a, selon les dernières nouvelles, que les populations s'affairent comme elles le peuvent pour dégager les dépouilles des riverains, des décombres. Et jusqu'ici, il n'y a pas encore de secours qui se soit déployé sur le lieu. Ça peut se comprendre? Hier, il y a eu des secours qui se sont déployés, mais depuis ce matin, depuis quelques heures, sauf s'ils sont arrivés entre-temps, jusqu'à une certaine heure, les populations s'est démerdées comme elles pouvaient pour sortir les dépouilles des décombres. Bon, je ne maîtrise pas tellement le lieu où a eu cette Ils sont en contrebas du mont Bankolo, voilà. du mont Fébé, Quand vous voyez cet endroit, il y a d'abord un problème d'accès. Quand je regarde cette zone, il y a d'abord un problème d'accès. Et c'est ça qui est le véritable problème dans nos villes. Le tracé urbain ne favorise même pas l'accès aux secours quelconques. Et même la qualité des constructions qui sont mises en place. Parce que lorsqu'on délivre, par exemple, le permis de bâtir à un individu, il faudrait que les équipes, par exemple, de la communauté urbaine de Yaoundé, pour ce qui est de ce cas-là, oui, puissent descendre sur le terrain afin de savoir exactement si les normes de construction sont respectées. Mais généralement, dans le cas de notre pays, un bureaucrate va signer un document dans son bureau, aussi possible que quelque chose puisse passer sous la table. oui. Et on prend le document, on part, on implante ce qu'on veut et la manière dont on veut et bonjour la catastrophe. Donc il n'y a même pas moyen d'accès parfois dans les lieux, dans des zones où il faut intervenir. Donc ça devient difficile. Mais cela ne dédouane pas parce que l'État devrait avoir tout genre de moyens de recours pour secourir des populations en période de ce type de sinistre. Oui. Donc ça ne dédouane pas le retard que peut avoir les secours sur le lieu du sinistre ce matin. Je rappelle à tous les auditeurs qui prennent l'écoute à l'instant qu'on reçoit Yves Samuel Andy, qui est donc membre de la cellule de communication du PCRN. Avec vous, on aborde un autre sujet, celui de l'établissement de la carte nationale d'identité qui sera possible en 48 heures. Est-ce que, selon vous, c'est une mesure à saluer ou alors il faut juste attendre son implémentation pour s'en réjouir? Je saisis votre question à deux niveaux. Oui. Premièrement, le niveau de l'annonce. Oui. Et parlant du niveau de l'annonce, je salue ou je rends hommage ici au combat mené par le PCRN, oui, avec son leader, à travers Fégon-Denoy, la porte-parole du président national, Anne Fégon-Denoy, oui, qui a depuis 2020 mis tout type d'énergie afin d'amener le gouvernement à comprendre le défaut qu'il y avait sur cette question de la CNI. Et on a entendu toujours, comme d'habitude, le déni. On a un gouvernement qui, à chaque instant où il y a une situation, l'opération de la communication en situation de crise dans ce gouvernement est toujours le déni. Ça veut dire qu'on dit non, il n'y a pas de problème, il n'y a aucune situation pareille. La première chose, les premiers discours qu'on a entendus par rapport à cette question de la CNI, c'est qu'il n'y avait pas de problème pour l'établissement de la CNI, c'est plutôt les Camerounais qui avaient des multiples identités. Oui. Et que c'est ça qui empêchait que leur CNI soit disponible. Oui. Mais aujourd'hui, on se pose la question si finalement toute la société camerounaise ou des Camerounais à l'âge d'obtenir une CNI, tous les demandeurs ont finalement choisi d'avoir des doubles identités. Mais moi, je voudrais vous dire que c'est faux. C'est plutôt au niveau du processus de l'établissement. Je vais vous donner un cas. J'étais moi-même, il y a cela, ça ne fait même pas encore 13 jours, demandé une CNI où j'ai obtenu un récépissé. Mais je vous dis, là sur place, il y a au moins 3 demandeurs qui ont constaté qu'il y avait des erreurs sur leur récépissé. Oui. Et ce qu'on leur a dit, et quand ils ont erreur voulu, au niveau du nom, de l'orthographe du nom, la date de naissance. La date de naissance, parfois c'est le nom du parent. Oui. Et quand ils ont signalé, on les a dit, bon, il faut tout simplement reprendre la procédure. Mais sachant que cela... Aux frais du demandeur. Oui, aux frais du demandeur. Il faut reprendre la procédure aux frais du demandeur. Ils ont préféré reprendre
que de laisser continuer et que devant, on leur dit, bon, vous avez une double nationalité. Tout à fait. Donc, généralement, c'est au niveau de la procédure que viennent beaucoup d'erreurs. Moi-même, j'ai relu ma part qu'on m'avait remis avant signature. Oui. J'ai relu. Mais je n'ai pas prêté attention au niveau de l'ethnie, puisque actuellement, on met l'ethnie sur la CNI. Je me suis rendu compte que moi qui suis Bassa, celle qui établissait la CNI, elle vous attribue une autre ethnie. M'a attribué une autre ethnie sans même me poser la question. Et vous voyez, si une information comme celle-là arrive devant et que on est appelé à constater qu'il y a un défaut, on va vous dire non, c'est quelqu'un qui a une double identité. Oui. Donc, il y a tellement d'erreurs qui glissent lors de l'établissement de la CNI qui font qu'aujourd'hui, et avec tout ce qu'il y a comme difficulté, parce que même les autorités qui sont chargées de cet établissement-là, dans les commissariats et tout, ils vous disent, mais c'est n'importe quoi là-bas devant. Parfois, c'est le matériel qui manque totalement. Parfois, c'est... Donc, à dire, je salue le combat de Anne Fégon Noabilo à travers son hashtag « Je veux ma CNI ». Oui. Et maintenant, en réponse au discours, est-ce que ce sera, comme le pense Austin, que dire sera fait dans ce cas-là? Bon, on connaît généralement des situations d'annonce. Si cela se transforme comme le passeport, ce sera salutaire. Aujourd'hui, le Camerounais ne regarde pas combien il peut débourser pour avoir son passeport, parce qu'effectivement, il est satisfait. Oui. J'en ai établi le mien, d'ailleurs, dans les conditions. Je me suis enrôlé en ligne et après, j'ai pris rendez-vous pour le dépôt de mon dossier. Et après avoir déposé le dossier, 48 heures après, j'ai eu mon passeport. Vous confirmez que c'était une très belle expérience? Non, c'était une très belle expérience. Les 110 000 qu'on paye, par rapport au retard qu'on pouvait avoir, parfois on faisait 6 mois sans avoir son passeport, parce qu'on payait 75 000 uniquement. Et il y en a qui payaient. Je crois que c'est également une manière peut-être de saluer cette corruption qui a été balayée à ce niveau-là. Puisque des gens, moi je connais un membre de ma famille à qui on avait demandé, puisqu'il avait besoin de ce passeport, on lui a parlé de passeport express, où il payait près de 150 000 francs par passeport, tout simplement pour que ça sorte rapidement. Aujourd'hui, c'est plus rapide. On n'a pas besoin de faire une demande express. On a son passeport à temps. Si cela vient avec la CNI, ce sera salutaire. Mais bon, comme on n'a pas totalement confiance au dire du gouvernement, on attend. Entre-temps, les détenteurs des récépissés sont toujours dans l'incertitude quant au moment où ils auront leur carte nationale d'identité. Parce qu'on ne nous dit pas ce qu'on va faire de ceux-là qui ont des récépissés, qui sont déjà périmés. Qu'est-ce qu'ils font? Quand est-ce qu'ils auront leur CNI? Je crois qu'en ce qui concerne la matérialisation de l'annonce, on nous dira certainement de quoi il en sera. Mais pour l'instant, tout le monde attend. On attend. On ne peut rien attendre dans tous les cas. Grève des enseignants, l'intersyndicale de l'éducation annonce une première phase d'arrêt total des activités dès ce lundi 9 octobre et ce jusqu'au 13 octobre 2023. Monsieur Yves Samuel Andy, est-ce qu'on s'achemine vers un enlisement de cette crise des enseignants? Si on doit avoir l'enlisement dans le caractère du syndicat, des enseignants, de ne plus accepter le mensonge, de ne plus accepter la manipulation, je crois que oui, on va arriver au niveau de l'enlisement, puisque moi je suis issu de l'école publique. Oui. J'ai fait l'école publique du primaire au secondaire. Oui. Et je ne peux pas vous dire combien de fois, parfois au secondaire, j'ai été sans enseignant, parce que c'était des ECI, des enseignants en cours d'intégration, qui restaient ECI pendant 4, 5, 6 ans, qui n'avaient pas de salaire. Et puisque j'étais dans une zone rurale, c'était des gars qui étaient obligés de rester dans les zones urbaines pour faire des vacations. Et c'était des élèves qui payaient le prix. Donc, il faudrait que cette situation-là soit finalement résolue, afin que lorsqu'on affecte quelqu'un, même si c'est Angele Mendouga, qu'il puisse se déplacer étant confiant et ayant tous les éléments qui lui permettent d'être motivé au travail, afin que les élèves de l'arrière-pays, les enfants de l'arrière-pays aient les mêmes chances
des réussites et de formation que ceux qui sont dans les zones urbaines, puisque le problème aujourd'hui, peut-être que les gens ne le savent pas, se pose plus dans les zones rurales. Pourquoi ? Parce que dans les zones urbaines, il y a des établissements d'enseignement privés qui dominent l'espace de la formation. Oui. Donc, s'il faudrait passer par là pour résoudre ce problème définitivement, afin que le statut de l'enseignant soit établi et respecté, je crois qu'on va arriver au niveau de l'enlisement. Aujourd'hui, on a vu que la parole d'un chef d'État, c'est la première fois qu'on voit ça dans l'histoire, où on va vous dire qu'un chef a donné des instructions, il a parlé, et que ses subalternes vous disent, bon, il a parlé, c'est pour lui. Ici, à notre niveau, il n'y a pas d'argent. Donc, c'est la première fois dans l'histoire politique de notre continent, l'Afrique, de le constater. On a comme une sorte de... Certains ont parlé de coup d'État scientifique. Nous, au PCRN, on ne le parlerait pas, puisque seul le président Biya a profité de la générosité des Camerounais en 2018 pour être réélu. Donc, lui seul doit répondre à la situation des Camerounais. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois. En 2019, il avait fait un discours où il avait déclaré que le Cameroun sera prêt le jour dit. Mais sauf que le jour dit a été reporté parce que les travaux n'étaient pas encore effectifs sur les lieux et les sites qui devaient accueillir la CAN. Mais ils ont reçu des médailles vendredi dernier. Bon, ils ont reçu des médailles. Le travail était bien fait pour service rendu à la nation. Ils ont reçu des médailles. Est-ce par rapport au succès de la CAN, à l'organisation? Tout à fait. Est-ce par rapport à la pertinence dans la gestion des fonds qui étaient alloués pour l'organisation de cette CAN? That is the question. Et lui seul, le chef de l'État, peut répondre, parce que si nous sommes dans un État où on peut avoir des autorités qui vont pondre des rapports, comme par exemple la Chambre des comptes de la Cour suprême, pour dire qu'il y a des fautes de gestion, il y a des détournements, et qu'après on vous dise que des gens ont été décorés. Mais il faudrait savoir sur quel domaine ont-ils été décorés. C'était clairement dit pour leur gestion efficace et courageuse des fonds de la COVID-19 et pour leur organisation avec succès de la CAN de 2016 féminine et masculine de 2021. C'est ce qui a été dit. Ce rétropédalage n'a de sens que lorsqu'on est dans le pays comme le Cameroun, où on parle du continent. Ce n'est que là. Oui. Parce que une chambre des comptes, je vous assure, c'est l'expertise. Une chambre des comptes dans un pays, c'est l'expertise. Un ministère chargé du contrôle supérieur de l'État dans un pays, c'est l'expertise. Lorsqu'on a par exemple la CONAC, c'est l'expertise. Et lorsque toutes ces institutions, ces organisations vous donnent des rapports avec des experts qui montrent qu'il y a eu des problèmes et que vous décidez par après de dire qu'il y a eu gestion efficace de la situation, bon, c'est vous qui savez le pourquoi. Est-ce que c'est un fait politique? Est-ce que par là, on voit comment le RDPC est en train de travailler pour manipuler la population afin d'aller en rang serré, puisque depuis quand même ces affaires, on s'est rendu compte qu'il y avait un désordre total au sein de l'appareil gouvernant. Peut-être que c'est un moyen pour eux d'avoir une voie commune et d'aller en rang serré dans 2 ans face aux élections qui sont en train d'arriver. Donc, c'est pas une pertinence. Ce serait de bonne guerre, monsieur Yves Samuel Andy. Que ce soit en rang serré, que ce soit en rang dispersé, à l'heure actuelle, sur le terrain, le PCRN bat le RDPC. Malgré sa force de détention des moyens de l'État et du choix d'organiser les élections en période pluvieuse, où ils savent effectivement qu'il n'y a pas accès dans certaines zones à cause du manque de l'absence des routes, le PCRN à l'heure actuelle, je vous assure, bat le RDPC. Donc on retrouve le PCRN dans toutes les localités, y compris les plus reculées du Cameroun, parce que c'est avec cet argument aujourd'hui que le RDPC dit dominer la scène politique camerounaise. Madame, allez-y
il n'y a pas un seul arrondissement aujourd'hui Dans ce pays où n'est pas implanté le PCRN. Il n'y a pas un seul. Dans les 360 communes, il n'y a pas un seul arrondissement où ne se trouve pas le PCRN. C'est un parti qui est en train de faire son travail de maillage territorial. Et si vous allez sur le terrain, vous allez le constater. Et donc, pour la situation des enseignants, le gouvernement aurait pu éviter cette situation. Et encore, est-ce qu'il est possible de s'en sortir? Sinon, comment on fait pour résoudre ce problème une fois pour toutes? Madame, la seule chose qui doit être faite, c'est le respect des instructions données par le chef de l'État. Si ces ministres estiment qu'il en est encore un, il faudrait qu'il mette tout simplement en exergue ce qu'il a instruit. Sans argent, sans argent, les caisses de l'État sont vides. Mais les caisses de l'État sont vides. Est-ce que la situation des enseignants n'a pas commencé aujourd'hui? Est-ce qu'on vit donc dans un État qui ne sait pas, qui n'a aucune capacité de prévision? Mais la question, on vous dit il y a des enseignants qui n'ont pas d'avancement depuis 5, 6 ans, 10 ans, qui n'ont pas perçu d'avancement. Oui, certains depuis les années 80. Voilà. Mais où sont passés donc ces fonds? Est-ce qu'on a substitué les fonds chargés de payer les fonctionnaires, surtout le personnel enseignant, et à autre chose? Si cela a été fait, c'est une faute de gestion. Et s'il faudrait aujourd'hui que ces personnes subissent, il faudrait que des uns et des autres soient responsables de ce qui se passe. Madame, il y a l'argent. Au Cameroun, il y a de l'argent. Vous savez, il y a une rumeur qui courait à une certaine époque quand ça n'allait pas au Gabon. On disait que Albert Bongo, oui, appelait ses ministres et ses directeurs généraux. Il leur disait, bon, voilà la situation, que chacun mette sur la table. Et ce n'est pas ça qui peut manquer dans les régimes africains. Aujourd'hui, on sait très bien. On vous a toujours dit combien de ministres ont déjà porté plainte à leurs employés. Combien de DG ont déjà porté plainte à leurs employés de vol dans leur maison de centaines de millions de ceci. Combien ont déjà déclaré d'incendies dans leur bureau avec des pertes de millions. Mais ils en ont. J'ai dit il y a de l'argent. Donc le président pourrait les convoquer. Qu'ils sortent l'argent et qu'ils règlent les problèmes ponctuels qui dérangent le Cameroun. Ils vous diront que c'est leur argent, ça fait partie de leurs économies. Oui, c'est le seul. Nous sommes le seul continent en Afrique, et surtout en particulier les fonctionnaires sont des milliardaires. D'ailleurs, le premier hit parade est sorti en 1998. Lorsqu'on mettait en droite ligne les Titus et Joa, et ainsi de suite, qui étaient des milliardaires, à peine quelqu'un sortait d'un hôpital en tant que médecin, il devenait subitement milliardaire. Oui. Donc le Cameroun, c'est l'un de ces seuls pays-là où les fonctionnaires, effectivement, sont des milliardaires. Et des hommes d'affaires sont plutôt des porteurs de sacs. Oui. Donc c'est ça le véritable problème. Et qui l'a fait, je crois que tout le monde peut le répondre, c'est la faute au président de la République, qui a pensé que pour faire face à la racaille, entre guillemets, qui le dérangeait, ou alors qui menaçait son pouvoir, puisque tous ces hommes d'affaires avaient été financés par le régime précédent, il a pensé qu'il fallait donner plus d'ouverture aux fonctionnaires afin d'avoir également son côté fort. Oui. Bon, aujourd'hui, il les a rendus milliardaires. À qui la faute? Donc, je crois qu'il y a des moyens. Il faudrait que ces hommes et ces femmes-là essayent de comprendre et sauver l'année scolaire au Cameroun. On est déjà à plus d'1 mois de la rentrée scolaire. Oui. Il n'y a pas de cours. Oui. Nous sommes là face aux enfants qui ne reçoivent pas les formations et des parents qui n'ont pas les moyens de les envoyer dans les collèges privés parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Tout à fait. La première chose, c'est qu'aujourd'hui, on a comme impression qu'on est en train d'encourager l'implantation ou le développement de l'enseignement privé, puisque au final, on se dit, si j'avais mis mon enfant au collège, il serait aujourd'hui en train d'aller à l'école. Et comme il est au public, est-ce que c'est un plan, un programme pour tuer l'enseignement public qui, d'ailleurs, de plus en plus aujourd'hui, on voit
est rabattue au niveau 0 par l'État, Oui. avec la dernière annonce qui était la privatisation de la formation dans les écoles normales supérieures, Oui. qui n'intègrent plus désormais comme les ENIEJ. Donc, je crois que peut-être il faudrait fouiller également de ce côté-là pour savoir si ce n'est pas une astuce. C'est pas un agenda caché. Voilà, au final, mettre la formation entre les mains des hommes d'affaires qui aimeraient investir dans ce domaine-là. Donc, je crois que l'État a les moyens. Il faudrait tout simplement qu'il y ait une volonté de satisfaire la demande des enseignants. Et qu'on n'ait plus les OTS dans 15 ans, dans 10 ans, puisque moi je dis, j'ai été élève, j'ai subi l'absence des enseignants. D'ailleurs, dans notre établissement, on disait que ne pouvait avoir un examen que celui qui était tome. Et lorsqu'on parlait de tome, c'était des gars des redoublants ou des triplants, ainsi de suite. Donc c'était très difficile parce qu'il fallait avoir une certaine expérience dans la classe à cause de l'absence des formations pour être capable de réussir son examen. Tout à fait. Donc, c'est depuis des années que ça dure. Vraiment que cela soit résolu et qu'on n'ait plus que les générations futures qui vont s'engager dans les établissements, que vraiment qu'il n'ait plus ce genre de situation. Et quel message vous adressez aux enseignants qui sont dans cette situation? Moi, le message que nous adressons au PCRN, aux enseignants, c'est de rester surtout solidaires. De rester solidaires et surtout face à ce combat, parce qu'il n'est pas uniquement pour leur bien. Ce n'est pas seulement pour la question des salaires, du statut de l'enseignant, mais ça englobe généralement toute notre société. Tout à fait. Parce que l'enseignant est celui qui est la mémoire de la société. Si l'enseignant ne se porte pas bien, même le produit qu'il va former. D'ailleurs, moi, quand je grandissais, je voulais être enseignant. D'ailleurs, lorsque j'ai eu ma licence, j'ai été formé dans les sciences de l'éducation. J'ai choisi l'enseignement. Mais aujourd'hui, il est impossible. J'ai enseigné certains enfants dans les lycées qui ne voulaient même pas entendre parler du métier d'enseignant. Parce que lorsqu'ils voyaient, on était par exemple au lycée Mongo Joseph en 2010, où par exemple le seul département d'histoire-géographie avait 9 enseignants et 5 étaient des vacataires. Et ces vacataires-là avaient un salaire mensuel de 50 000 sur 9 mois. Je vous assure, vivre avec 50 000 francs à Douala, sur 9 mois. Oui, sur 9 mois. Ça veut dire que ce n'était pas... d'accord, c'était pas 12 mois sur 12. C'était pas 12 mois sur 12, c'était 9 mois. Et dès que le mois de juin finit, vous attendez... Si vous êtes reconduit, vous attendez le mois fin du mois de septembre pour avoir encore un salaire. Donc, voilà comment ça se passe. Et je crois que ça continue comme ça aujourd'hui, je ne sais pas. Mais je crois, j'ai encore des amis dans le monde de l'enseignement. Je crois que c'est comme ça que ça continue aujourd'hui. Et c'est extrêmement difficile. Vous voyez donc ces enseignants qui arrivent dans les établissements, qui sont même parfois nourris, je vous l'assure, nourris par les élèves, qui leur donnent des petits jus, un peu d'argent de beignet. Et comment est-ce que vous pensez que ces élèves-là peuvent apprécier la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui? Et on a donc des enfants qui sont devenus des délinquants, des grands consommateurs de stupéfiants, parce qu'en réalité, nous sommes dans une société qui rend ma boule en fait. Rien n'est dans la norme. On a totalement perdu la norme. Donc je dis, il faudrait que ces enseignants-là restent solidaires. Ce qui me fait un peu mal dans cette situation, c'est que lorsqu'on parle de OTS, on parle de ceci, on ne prend pas en compte qu'il y a d'autres enseignants qui ne sont pas des fonctionnaires. Ceux du privé? Ceux du privé. Donc, je pense que si, par exemple, j'en appelle ici au syndicat du privé que je connais le plus parce que j'ai travaillé avec eux, j'en ai été membre, le Saint-Esprit, avec le président Mouma, Hyomok, je veux dire, il faudrait que le Saint-Esprit prenne accord. J'ai vu la signature de l'intersyndicale, j'ai vu la signature du Saint-Esprit. Il faudrait que les enseignants du privé, pour que ça marche, adhèrent à cette
grève. Mais là, ce sont des particuliers qui les emploient. Non, Comment est-ce qu'ils pourraient se greffer à cette grève qui est menée aujourd'hui par les enseignants du public? Vous savez, c'est pas là-bas qu'il n'y a pas de problème. Je vous assure. Ils sont calmes, on dirait qu'ils Non, s'y je plaisent. dis même dans le privé, l'enseignement privé, il y a tellement de problèmes. Je dis il y a tellement de problèmes qu'on ne peut pas dire aujourd'hui qu'on ne peut pas avoir un mot d'ordre de grève dans le privé parce que peut-être eux, ils sont dans... Non. Je dis, il faudrait que la solidarité au niveau des enseignants soit totale à tous les niveaux. D'ailleurs, si les vacataires qui étaient dans les lycées, puisque aujourd'hui, dans les lycées, quand même, les vacataires travaillent. C'est ce que peut-être les gens ne savent pas. Puisqu'ils sont payés par le proviseur et ils ne peuvent pas faire donc, ceux qui font grève sont de... ceux-là qui sont pris en charge par l'État, sont des fonctionnaires. De donc, il faudrait qu'il y ait quand même cette solidarité. Si les vacataires avaient un statut, ils pourraient également, je ne les en veux pas, mais au moins que les enseignants dans le privé qui ont des syndicats puissent également entrer dans cette grève, au moins pour un moment, afin que la crème morte dont on parle soit générale. Je vous assure, le gouvernement va plier les chines. Ça peut leur valoir un licenciement, hein, monsieur Yves Samuel Andy, parce que dans le privé, j'ai été syndicaliste. Ça va très vite. Non, j'ai été syndicaliste. On peut vous licencier, vous pouvez perdre votre boulot et vous faire remplacer immédiatement par une autre personne. On ne peut pas vous licencier parce que vous avez observé un mot d'ordre de grève. Là, c'est contraire au code du travail. Est-ce qu'il y a eu des revendications? S'il y a des revendications et que des échanges ont été n'ont pas abouti entre les travailleurs et l'administration en place, alors on peut observer un mot d'ordre de grève. Seulement, il faut l'annoncer avant d'arrêter la grève. Ça peut se faire dans un autre pays. Si aujourd'hui, au moins, les syndicats de l'enseignement privé, je dis annonce seulement un mot d'ordre de grève, je ne parle même pas déjà d'avoir une crème morte, annonce seulement un mot d'ordre de grève par rapport à un certain nombre de récriminations qu'ils reprochent à leurs employeurs. Je vous assure, ça va faire un peu mouche. Et c'est cette solidarité-là que nous attendons aujourd'hui pour que enfin la situation de l'enseignant au Cameroun soit connue, prise en charge et trouve des solutions. On sait que ces enseignants-là sont très souvent tentés par le phénomène d'immigration au Canada. Et en plus d'eux, il y a beaucoup d'autres jeunes qui s'y intéressent, des cadres qui démissionnent de leurs entreprises pour s'y rendre. Pourquoi est-ce que les jeunes Camerounais, Yves Samuel Andy, de votre point de vue, choisissent de s'expatrier de plus en plus? Vous parlez seulement du Canada. Moi, j'ai fait quelques pays africains ces 2 dernières années. Oui. Les Camerounais sortent beaucoup pour aller même seulement dans les pays voisins. Au Gabon, en Guinée. Au Tchad, même là où vous estimez que là-bas, vraiment, c'est invivable. Il n'y a aucun Camerounais. J'ai dit, allez au Tchad, vous allez voir la communauté camerounaise qui est là-bas. J'ai dit qu'ils sont très nombreux. Oui. Aller en RCA, c'est grave. Les Camerounais sortent beaucoup parce qu'au Cameroun, c'est fermé, madame. J'ai dit, c'est totalement fermé. Tenez, j'ai été en RCA. J'ai été frappé de savoir que dès lors où on sait que vous savez faire quelque chose, c'est-à-dire que c'est l'administration qui court derrière vous. Oui. Elle sollicite votre expertise. Elle sollicite votre expertise. Moi, j'ai été sollicité par le ministère de l'Intérieur à travers la direction de la police. Vous avez été recommandé? Oui. Non, c'était pas une recommandation. Oui, parce qu'on sait comment ça se passe. Non. Je dis là-bas, c'est pas une recommandation. Juste parce que j'avais une situation au niveau des services d'immigration, où je suis allé, je me suis présenté. Ils ont vu sur mon passeport enseignant. Oui. Enseignant de quoi? Enseignant de communication des organisations, ainsi de suite. Et le commissaire qui était là en charge de cette question que nous étions en train de résoudre me dit, mais actuellement, on a besoin de quelqu'un pour nous aider à travailler sur la communication en temps de crise. La RCA est dans des difficultés. On veut former nos éléments dans la communication en temps de crise. Oui. Ben, voilà, directement, j'ai eu cette opportunité. C'est comme ça que ça s'est passé. J'ai dit, là-bas, c'est comme ça. On cherche des éléments qui apportent la compétence. C'est ça qui se passe dans les pays. Mais au Cameroun, vous aurez vos compétences, on s'en fout. Ce qu'on veut, vous appartenez à quel réseau? Qui vous a recommandé?
Vous êtes l'enfant de qui? Si ce n'est pas le cas, votre enveloppe détient combien? Donc, c'est ce qu'on veut. On n'a pas besoin... Écoutez, en 2012, je suis à l'école normale de Marois. Après avoir eu l'admissibilité, Oui. je suis approché par 2 de mes camarades. Nous voyageons pour l'oral. Oui. On arrive là-bas, mais ils me disent, nous avons voyagé définitivement. Je dis non, moi je dois encore rentrer. Après l'oral, je vais rentrer à Douala en attendant les résultats de... Il me dit, mais tu vas rentrer comment? Tu n'es pas venu préparer? Je dis, mais préparer comment? Ils me disent exactement que voilà, on nous a demandé ceci, nous sommes déjà prêts. Oui. Mais moi qui n'avais pas cet argent-là en ce moment-là, j'ai composé, j'ai fait ce que j'ai pu faire. Et je vous assure, c'était des camarades de l'université de Douala, Oui. avec qui j'ai passé 3 ans de formation, Oui. qui connaissaient correctement ma valeur et qui savaient que j'étais meilleur. Je ne m'en jette pas les fleurs. Ils m'entendent aujourd'hui. Ils peuvent se reconnaître là-dessus. Oui. Andy Samuel au département d'histoire, Oui. 2006-2009, Université de Douala, c'était le meilleur. Oui. Ils le savent. Donc, mais j'arrive à l'Université de Marois, j'échoue l'oral et il passe. Et même mes enseignants à l'Université de Douala sont surpris. Oui. Je me rappelle de la question que le docteur Mamoudou Bouba, qui était notre directeur de master, et qui est aujourd'hui professeur Mamoudou Bouba à l'université, il est aujourd'hui à l'université de Ngaoundéré, Oui. m'avait demandé s'il n'y a pas eu une erreur au niveau de Marois. Mais Je il lui ai est dit, possible je sais que vous ayez été dans un jour sans. Il y a des jours sans et des jours avec. C'est possible, non? Des jours sans et des jours avec. Oui, Bon, c'est possible. possible. Je le dis juste pour relativiser. Pour Non, que c'est vous ce ne que je vous dis. en Même formalisez moi, pas. je suis convaincu que la situation qui m'avait été présentée, puisque je ne l'avais pas, alors ceux qui en avaient, ils sont passés. Et donc, aujourd'hui, comment est-ce qu'on Donc fait c'est ça pour, qui fait donc que beaucoup de Camerounais, avec cette situation complètement fermée, bloquée, où il n'y a pas d'ouverture, je vous assure, on préfère au Cameroun d'avoir des postes vacants que de laisser quelqu'un y arriver dont on ne connaît pas le réseau. On préfère laisser les postes vacants. Vous allez dans toutes les entreprises, allez à Camtel, vous allez trouver des postes vacants, vous allez trouver l'absence. Je parle seulement là des sociétés, des parapublics, je ne parle même pas encore des ministères. Oui. Parce que vous avez parlé tout à l'heure des enseignants qui s'expatrient. Mais est-ce que vous savez que jusqu'en 2018, parce que là j'étais régulièrement à la délégation régionale du commerce, elle était dirigée par un enseignant, un plègue de français. Donc ils sont pleins dans les ministères, mais jusque-là, aller toujours dans ces ministères-là, entre guillemets, l'enseignement secondaire est le ministère qui fournit le plus de fonctionnaires à l'État. Tout à fait. Donc, ils sont dans tous les ministères. Mais jusque-là, aller dans les ministères... Mais ils ne sont pas dans les salles de classe où on devrait pourtant les retrouver. Bon, allez encore comprendre pourquoi ça se passe comme ça. J'ai dit qu'ils sont pleins dans les ministères. Ce sont eux qui sont des directeurs de ci, des délégués de cela, ainsi de suite. Allez-y, regardez là-bas, vous allez voir. Donc, je suis en train de dire que la situation est de telle manière que on bloque tout et les gars sont découragés. Ils partent et ceux qui n'arrivent pas à partir, c'est ceux qui n'ont pas les moyens. Oui. Parce que je vous assure, partir aussi, c'est beaucoup d'investissement. Vous êtes tenté de partir Moi, effectivement, j'ai été tenté de partir. J'ai été tenté de Vous avez partir changé d'avis entre-temps? En 2011, 2012, 2013, j'ai été tenté de partir. Mais bon, après, j'ai eu mon opportunité à Diadio, Guinness-Cameroun. Et après, Guinness-Cameroun avec d'autres sociétés. Oui. Je suis rentré totalement dans le privé avec d'autres formations qui n'étaient plus la formation en histoire que j'avais eue en 2009. Oui. Donc, n'ayant pas eu les moyens de me payer la sortie, j'avais au moins profité des petits moyens que j'avais pour me réformer, me réorienter afin de profiter de ce qui pouvait être disponible. Mais ceux qui n'ont pas cette intelligence-là et qui ont plus de moyens préfèrent prendre même la route, même pas en aventure, même pas la route pour partir. Et comment est-ce qu'on fait pour limiter cette fuite de cerveau vers l'extérieur? Il faut tout simplement mettre les conditions ici. Il faudrait que les conditions... Quoi, par exemple? Vous avez vu une dernière situation.
Regardez, excusez-moi de rentrer dans le domaine du sport. Oui. Regardez Joel Embiid, Oui, qui a finalement choisi de jouer pour les États-Unis, tout à fait. alors que les États-Unis ne manquent pas de joueurs. Est-ce que Joel Embiid est à la quête d'une médaille? Je ne crois pas. Mais tout simplement, il est à la quête. C'est ce qu'il avance. C'est ce qu'il avance. Non, il veut absolument jouer aux Jeux Olympiques. C'est ce qu'il avance. Pour la médaille. Non, pour la médaille. Effectivement. Non, effectivement, il veut absolument. Si vous suivez. Il a dit clairement qu'il voulait une médaille olympique. Il veut une médaille olympique. Il l'a dit clairement. Mais vous pensez le contraire? Moi, je pense le contraire. Oui. Et je dis que Joel Embiid préfère être là où il n'aura pas les mots de tête. Là où les injures des continentais ne seront pas sur son dos à chaque instant. Si le Cameroun avait composté le ticket pour les JO, le choix aurait été évident. Joel Embiid aurait représenté le Cameroun, ça c'est clair. C'est ce qu'il dit, ça c'est clair. Les options c'était le Cameroun, les États-Unis et la France. Et il se trouve que tant qu'à choisir, il a choisi les États-Unis, puisque le Cameroun, voilà. Non, mais je crois que Joel Embiid aurait choisi le Cameroun si les conditions étaient bien, même si le Cameroun n'est pas qualifié, et travailler pour la prochaine qualification dans les autres. Il n'y a pas que les Jeux Olympiques, il y a beaucoup d'autres jeux. Je comprends ce que vous voulez dire. Vous voulez dire que le Cameroun n'offre déjà pas de garantie. C'est ce que je suis en train de dire. Qui justifie qu'un joueur de son académie vienne prendre des risques. Mais au-delà de tout ça, est-ce que votre démarche n'est pas un peu contradictoire? Parce qu'aujourd'hui, on demande, beaucoup de personnes qui se sont illustrées. Nous parlions tout à l'heure, effectivement, du comportement de Manu Dibango qui a fait en sorte que la culture soit reconnue d'une certaine manière dans ce pays. On a vu, malgré tout, des Camerounais dans le domaine du football se lever, malgré qu'ils n'avaient pas de salaire, malgré qu'ils n'avaient rien, malgré qu'ils buvaient de l'eau qui sortait de la fontaine pour se préparer pour la Coupe du Monde 90. Ils sont allés, ils ont gagné le champion du monde en titre, l'équipe championne du monde en titre. Est-ce que ce que vous dites aujourd'hui n'est peut-être pas contradictoire? Est-ce que ce n'est pas à vous de dire qu'on devrait se réapproprier d'un certain patriotisme? Est-ce que des gens comme des Samuel Eto'o, de Françoise Mango, qui ont rapporté je rappelle que François Mango a signé la nationalité française. Hein. Voilà. Oui, mettez-la déjà de côté. Voilà. Est-ce qu'il n'est pas important aujourd'hui pour vous d'interpeller plutôt la jeunesse à se réapproprier? Si moi je parle aujourd'hui, je ne parle pas pour les gens de Yaoundé. Je parle effectivement pour des gens qui viendront effectivement relever ce pays. Est-ce que votre discours n'est pas contradictoire aujourd'hui quand vous comprenez effectivement le comportement des gens comme Joel Embiid? Répondez à la question. J'insiste encore en train de dire, je comprends son comportement. Pourquoi nous ne sommes pas partis? Tout à l'heure, je l'ai dit, je ne suis pas parti. L'honorable Cabral Libi n'est pas parti. Beaucoup de jeunes sont au pays et continuent à œuvrer afin que, effectivement, les générations futures puissent trouver un mieux-être. Mais la situation actuelle fait à ce que si, je vais reprendre les mots de Meyon, Mathias Eric Onangini, si vous n'êtes pas un dur, si vous n'avez pas un mental de fer, vous ne pouvez pas résister au Cameroun. Imaginez seulement, vous avez cité un qui est parti par aventure et qui est revenu comme meilleur leader avec tous ses moyens, Samuel Eto'o. Mais si vous n'avez pas... combien de personnes peuvent supporter tout ce qu'il endure parce qu'il est revenu dans son pays? Il aurait pu jouer pour l'Espagne. Hein. Combien de personnes peuvent le supporter? Vous pensez que le jeune Kylian Mbappé, qui se fâche à tout bout de champ, qui essaye de montrer qu'il est le meilleur de la planète, pouvait accepter venir là où on l'injure? On l'a seulement vu ici dernièrement dans son voyage. Il n'est pas épargné en France, monsieur Andy. Il n'est pas épargné en France. Non, mais là-bas, c'est moins. C'est moins. Nous sommes dans une situation où même quand vous connaissez votre chose, on vous dit que vous ne connaissez rien. C'est ça le véritable problème. Je dis, vous voyez quelqu'un qui sort de nulle part, qui vous donne des invectives, qui vous envoie des invectives et vous démontre par plus que vous ne savez rien. C'est ça le véritable problème. Vous avez été très d'accord avec le président Macron lors de sa visite au Cameroun, qui a dit que lui, Macron, n'aurait pas été possible au Cameroun, c'est ça? Mais pourquoi vous pensez qu'il faut il faut prendre les propos de M. Macron?
pour dire qu'on n'est pas d'accord. C'est pour étayer le vôtre, justement. Mais je veux vous dire que Macron n'a donc pas besoin de le dire, puisque évident. Les faits sont là. Les faits sont là. Cabral Ibi, s'il y avait les mêmes conditions d'ouverture démocratique, comme en France, aurait pu gagner en 2018. Mais c'est dur, le Cameroun est dur. Et on sait très bien ce qui s'est passé pour qu'il ne puisse pas gagner. Pourquoi vous ne dites pas Maurice Kamto, par exemple? Mais Maurice Kamto, c'est défenseur. Il a ses partisans, il a ses camarades de parti qui peuvent le défendre. Je cherchais avec la permission de Fifi, je cherchais une petite brèche pour parler d'une actualité qui n'a rien à voir avec le PCRN. C'est celle de Patrick Rifoué, par exemple, qui est sous le coup de poursuite. Le MRC décide d'ester en justice contre lui pour des propos qu'il aurait tenus, qui se présentent aux yeux de certains comme étant très graves. Lui qui dit qu'au cas où le MRC venait à remporter les élections en 2025, il faudrait qu'il y ait coup d'État contre le vainqueur, le leader du MRC. C'est suffisamment grave, non, pour qu'on lui porte plainte, ou pas? En tant que parti pour la réconciliation nationale, je crois que le MRC et le RDPC nous ont offert quand même un grand spectacle de discours depuis les dernières élections en 2018. Et c'est tout simplement la continuité de ces discours qui, à mon avis, ne sont que insurrectionnels. Maintenant, est-ce que le MRC a le droit de porter plainte? Je crois que non. Parce que il ne faut pas aller fouiller dans un certain nombre de choses. Et j'avais écouté, j'étais devant l'écran face à cette émission. La justification était simple, par le fait que le MRC n'a jamais respecté l'armée camerounaise. Et il ne faudrait donc pas que cette armée-là, comment est-ce que le MRC pourra donc avoir besoin de la couverture de cette armée-là, de la protection de cette armée-là, lorsqu'ils prendront le pouvoir? Mais de là, on appelait un coup d'État, c'est un peu fort de café. Appeler à un coup d'État, est-ce qu'ils ont appelé à un coup d'État? Chacun peut analyser. Au cas où le MRC, bon, ça dépend d'eux. Moi, je pense clairement ceci. Le MRC a ses déboires et a fait ses choses, a raconté ses choses, a dit ses choses. Il y a encore une vidéo. Je ne défends pas le RDPC. Je ne défends pas Patrick Rifoué, mais il y a encore une vidéo qui circulait où on voyait quand même M. Eno Yomese a encore repris ça hier dans une chaîne de télévision. Avant d'être interpellé. Voilà, lorsqu'il montrait effectivement que il y avait des réunions qui s'organisaient afin que des gens puissent cotiser de l'argent. Et à cette réunion, il y avait quand même les membres du MRC. On avait vu comme des figures. Vous ne pouvez pas prendre part à une réunion où on appelle à l'achat des armes pour la déstabilisation de votre pays, vous en tant qu'un parti politique représentant. Je ne sais pas s'ils étaient là-bas en tant que représentant d'un parti politique ou alors ils étaient tout simplement en tant qu'observateurs. Mais prendre déjà part à ce type d'assises, c'est un problème. J'ai dit c'est un problème et je crois que les éléments du RDPC s'appuient beaucoup plus sur ces vidéos-là et surtout sur l'appel à chaque instant du MRC incessant. Et qui ne sont pas interprétés par les MRCistes comme veulent l'interpréter ceux qui en sont les pourfendeurs. Je redonne la parole à Fifi en précisant, puisque vous avez évoqué cette actualité, que le cher Yomese a été interpellé, Fifi, après l'émission à laquelle il a pris part sur Canal 2, mais pour toute autre chose, pour une toute autre affaire. On parle d'une certaine escroquerie. On en reparlera le moment venu. Yves, Andy, pour refermer notre entretien de ce matin, le PCRN est prêt pour les élections de 2025 et donc vous aurez la victoire. Mais c'est sans appel. C'est sans appel et nous avons Comment allez-vous faire? Nous avons dit, peu importe le candidat, parce qu'on entend tous ces derniers temps, il y a même notre leader par un journaliste, Dipita Tongo, qui lui a posé la question si Franck Biya, mais Franck Biya c'est un Camerounais, comme tous les autres. Il n'a pas aimé cette question d'ailleurs. Non, il n'a pas. Non, on lui posait la question sur la possible candidature. Il disait, mais on ne peut pas lui parler de l'activité de Franck Biya puisque Franck Biya n'a aucune activité par rapport à lui qui est sur le terrain, qui suit effectivement la situation politique depuis en tant que chroniqueur. Aujourd'hui, Franck Biya, quel que soit le candidat qui sera face au PCRN 2025, nous avons la ferme conviction
D'ailleurs, dans le jeu politique actuel, on ne voit pas le parti qui peut avoir... D'où vous viendront les financements? Parce que pour être capable de se déployer sur le terrain, sur l'ensemble du territoire national, vous avez besoin d'argent pour le faire. D'où vient l'argent que le PCRN va utiliser pour battre campagne dans toutes les contrées du Cameroun? Où est venu l'argent pour 2018? Dites-nous. D'où venait l'argent pour 2018? Nous, on ne sait pas. À un moment donné, même les gens disaient que Cabral Liby ne peut pas payer la caution. Ah oui. Mais il a payé. La caution de 30 millions, il l'avait payé. Ensuite, il a battu campagne. Il a eu 6% aux élections. Vous avez des financeurs dans l'ombre? Aujourd'hui, mais pourquoi vous négligez le financement populaire? La volonté du peuple. Pourquoi vous négligez ce financement-là? Le choix des populations de payer pour qu'un parti puisse fonctionner. Peut-être parce que c'est pas de chez nous. Parce qu'on a l'habitude, par exemple, de voir au Cameroun où un parti est financé par des ministres, des détournements qui sont faits, de l'argent qui est distrait. C'est ça qui finance. Moi, je vais vous dire, un parti comme le RDPC est financé majoritairement par les administrateurs civils des hauts fonctionnaires. Mais ce n'est pas le cas au PCRN. Au PCRN, même le moindre pousseur qui fait son pouce en journée, ou le bensikineur, ou la ménagère qui fait son travail de ménagère et qui perçoit son salaire, paye sa contribution au sein du PCRN. Et les listes sont là. Donc il y a une volonté populaire pour les Camerounais de soutenir le PCRN. Et si, d'ailleurs, le président Cabral Liby est le tout premier leader politique à appeler au peuple de financer sa campagne électorale. Et le peuple avait répondu. Donc, nous demandons aujourd'hui d'où viendront le financement. Je crois que c'est oublié, c'est avoir la mémoire courte. Le président... Bon, alors, c'est être réaliste et c'est demander si l'engouement de cette époque, en vous le concédant, pourrait être le même aujourd'hui. Non, mais l'engouement, ça a même plus que triplé. Donc, personne n'a été désabusé. J'ai dit que plus que triplé. Aujourd'hui, les Camerounais font même encore plus confiance au PCRN. D'ailleurs, qui n'existait pas en 2018. Quels sont les indicateurs de votre analyse? Moi, je prends les indicateurs sur deux éléments. Oui. Le premier, c'est au niveau de l'intégration dans les projets que accompagnent certains élus PCRN dans le Vouri et dans ma commune d'arrondissement d'origine, Messondo. Quand j'y vais, c'est toute une liesse de population. Je vous assure, des gens y travaillent même parfois gratuitement, juste pour voir un projet du PCRN réussir dans mon arrondissement d'origine. Donc, quand je vois cet engouement populaire, je dis, mais c'est même encore mieux qu'en 2018. En 2018, on n'avait même pas un appareil politique. Le président Liby avait été soutenu par Univers. Mais maintenant, c'est un parti politique qui est implanté sur tout l'étendue du territoire. Ne l'oubliez pas, c'est de Guidigis que sort le PCRN. Et son président national est originaire d'Union Ekele. Et quand vous regardez, essayez seulement de prendre le bureau politique du PCRN. Vous prenez, au-delà du bureau politique, vous prenez beaucoup de postes de responsabilité. Vous allez vous rendre compte que ça rassemble les Camerounais de partout. Et quand vous rassemblez les Camerounais de partout, ça vous donnez l'opportunité à tous ces gens-là de se reconnaître dans ce que vous faites. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, le nom Parti camerounais pour la réconciliation nationale, il trouve sa justification. Et c'est pour ça que nous, on vous dit, en tant qu'un parti de centre-gauche, nous sommes là. Et nous vous disons qu'en 2025, nous sommes jusqu'ici. On prête la candidature au président Biya comme on l'a toujours prêté. On ne sait pas. Mais jusqu'ici, le seul candidat qui a déjà, je peux dire, tous ces éléments pour être candidat à l'élection présidentielle au Cameroun, c'est Cabral Liby. Il n'y en a pas deux. Pour l'instant, je dis il n'y en a pas deux. Parce que même le leader du MRC n'a pas encore d'appareil politique. Si les élections municipales sont reportées après l'élection présidentielle, le MRC ne pourra pas présenter Maurice Kamto comme candidat. Donc, le seul leader
le seul grand leader politique qui a les clés de sa candidature à l'élection présidentielle de 2025, aujourd'hui au Cameroun, c'est Cabral Libye. Même le président aussi qui est là, il attend encore la convention pour être soit... c'est le 27 voilà. octobre. Donc je dis, la seule personne qui a toutes les armes, toutes les clés, en tant qu'un grand leader politique pour être candidat en 2025, c'est Cabral Libye. Et il ne l'est pas pour rien. C'est la volonté de Dieu. Il sera et il gagnera. Yves Samuel Andy, vous étiez notre invité de ce matin. Merci d'être venu. Merci. ABK Radio. De lundi à vendredi dès 7h. Retrouvez dans le 7-10, 7h-10h. ABK Matin, premier sur le matin. Les invités consultants de classe exceptionnels.